Bonjour à tous, 5 beaux albums au programme ce trimestre chez Draco. On commence par Furioso, le tome 2, L'Outre-Monde, Philippe Pelaez au scénario, Laval NG au dessin et Tania Wenich à la couleur. Un second tome qui conclut une aventure épique mêlant féerie, passion amoureuse et rêve de conquête. L'empereur Agraman s'apprête à attaquer la cité 10 avec l'appui de la maléfique Morgane qui a juré la perte du roi. La même magicienne qui a détourné Roland, le neveu du roi, de sa fureur amoureuse et l'a mis sur la piste de son ennemi juré, Geralt, qui est rien moins que le meilleur chevalier du monde. Tué par Roland, puis ressuscité par l'amour d'Alcina, Geralt est revenu de l'Outre-Monde. Combat épique, intrigue palpitante, on retrouve dans ce second tome des personnages bien connus comme le roi Karl, c'est Charlemagne, mêlés à d'autres du mythe arthurien comme Morgane, l'enchanteur Myrdine, c'est Merlin, et la fabuleuse cité 10, celle qui finira engloutie sous les flots. Et bien sûr, impossible d'évoquer Roland sans parler de la fameuse bataille de Roncesvalles, plus connue sous le nom de bataille de Roncevaux. Une belle conclusion pour ce diptyque de haute volée sur lequel Laval NG aura déployé une incroyable maestria graphique. En mai, un album très attendu, le tome 2 du Jardin des Fées, La Petite Reine, une histoire d'Audrey Alouette, dessinée par Nora Moretti, mise en couleur par Citros Treb. La jeune fée Marigold est devenue la nouvelle petite reine de la ruche. Elle a tôt fait de nommer Lucie bergère et d'ordonner la fuite hors du jardin, ce que certaines fées désapprouvent. Mais personne n'a le choix car la vieille reine trépasse, emportant avec elle la malédiction qu'il est dissimulée aux yeux des chasseurs de fées, et oui, maintenant tout le monde peut les voir. Et donc les voilà jetés sur les routes, tandis qu'Achille, le cousin de Lucie, a piégé 2 fées et avance très vite, trop vite, dans ses découvertes. N'oublions pas que les fées exaucent votre souhait, mais elles en meurent. Ce qui heureusement n'est pas le cas des autrices, elles aussi exaucent vos souhaits, mais elles sont bien vivantes. J'adore vraiment l'ambiance du 19e siècle, la littérature, toute l'atmosphère un peu ésotérique qu'il y avait à l'époque. Et donc, on s'est pas mal inspiré soit de la mode de l'époque pour les costumes, le choix des ambiances. Évidemment, si on parle des fées et de l'imaginaire féerique, on ne peut pas éviter de penser immédiatement au livre des fées de Brian Froud et Alan Lee, qui a vraiment bouleversé mon adolescence, ainsi que les cinémas d'animation. Ça m'a vraiment beaucoup poussé dans cet univers des magies, des fées, des mystères, des sorcières. C'est un projet que vraiment j'adore dessiner, c'est super agréable. Il y a plein de fleurs, des plantes dont je découvre les propriétés grâce à Audrey qui est passionnée par le jardinage et la botanique. Et donc on a ajouté pas mal à l'histoire, disons, on a ajouté des curiosités, des choses que franchement on connaît pas normalement. Un peu de patience, mais les tomes 2, c'est en route. Le tome 2, c'est le tome des révélations. Donc on a dans le tome 1 débusqué un énorme secret de famille et dans le tome 2, évidemment, on va jusqu'au bout des révélations, le pourquoi du comment. Un meurtre qui date de 15 ans et les raisons de ce meurtre et la façon dont il a été couvert. Sur le Jardin des Fées, le public est assez proche de celui de Princesse Sarah, donc je dois dire qu'avec Nora, on n'a pas eu d'énormes surprises. Le public nous a en général assez suivis. Et d'ailleurs, c'était un bonheur de retrouver les lecteurs qu'on connaissait sur Princesse Sarah continuer à nous être fidèles sur le Jardin des Fées. On a eu beaucoup d'enthousiasme. Je crois que, justement, un peu comme moi, il y a un amour pour les fées et en même temps une demande pour renouveler un petit peu l'imaginaire autour de ces fées. Donc du coup, voilà, plutôt un enthousiasme des lecteurs en dédicace qui nous a fait très plaisir à Nora et à moi-même. Vous le savez, le tome 1 du Jardin des Fées a remporté un joli petit succès, puisqu'on est déjà à plus de 27 000 exemplaires. Le tome 2 conclut ce diptyque, mais ça n'est que le début, puisque, évidemment, le Jardin des Fées continue, avec à chaque fois des histoires en 2 tomes. En mai toujours, Téléportation Inc., la planète perdue. Après le premier diptyque, c'est une histoire indépendante qui peut se lire toute seule, une histoire complète. Une histoire de Dominique Latil, dessinée par Romain Sordet, mise en couleur par Aurélie Kaori. Eh oui, toute révolution scientifique a son revers, celui de la téléportation. C'est une logistique invraisemblable, des règles strictes et une politique commerciale impitoyable.
Lubia est chargé de faire appliquer de gré ou de force le règlement de la compagnie de téléportation galactique, et c'est donc à elle, et à son encombrant équipier Anarchon, qu'échoue l'enquête sur l'explosion d'un téléport sur une planète lointaine, mais ce qui se présentait comme une simple investigation technique se transforme rapidement en une chasse à l'homme qui emmène les deux enquêteurs au-delà des confins de l'espace, dans une autre dimension. Et quand on traite avec les forces élémentaires de l'univers, toute surprise est potentiellement apocalyptique. La téléportation. On en a tous rêvé. Qu'est-ce que ce serait simple? Pouvoir aller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et ce n'est pas aussi simple que ça. La téléportation, c'est pas de la magie, c'est de la science. Et la science, ça a ses limites. Ça a ses contraintes. Et il y a toujours des gens qui veulent en profiter pour leur propre bien, et pas pour le bien général. Alors pour ça, la compagnie de téléportation galactique a prévu un filet de sécurité. Enfin de sécurité, pas pour tout le monde. Si vous dépassez les limites, ils viendront vous chercher. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie d'avoir affaire à eux. Avec la téléportation, vous pouvez voyager aussi loin que vous le voulez, et encore plus loin si vous manquez de bol. Equinox, déjà le tome 2, Cheval de mer, de cette histoire d'Orly Wellenstein, dessinée par Aurora Gate. 3 ans après l'explosion de la lune d'Equinox, Camara, amnésique, est resté dans sa famille adoptive sur Terre. Mais quand Tenebrae refait irruption dans sa vie sous forme de loup, la mémoire va lui revenir. Tenebrae va la ramener sur Equinox. En revenant dans son monde, elle éprouve une exaltation extraordinaire de revenir chez elle, mais elle va découvrir un pays agonisant qui la rejette à cause de son apparence. Alors Camara va défendre le monde d'Equinox, va prendre les armes pour lutter contre Seto. Qui elle est en fait? Est-ce qu'elle est une combattante qui donne la mort ou est-ce qu'elle est une guérisseuse qui soigne les blessures? Est-ce qu'elle est une héroïne? Est-ce qu'elle est une fille ordinaire? Arion, c'est le cheval fantastique de Stone, c'est un cheval aquatique. D'abord il est réticent, il est effrayé, il veut pas affronter Seto, il en a peur, puis il va aider Camara et Tenebrae dans leur combat. Seto, antagoniste de ce tome, il a lui aussi des problématiques identitaires et familiales, un peu à l'image de Camara, ce qui lui fait des points communs. Son animal totem, c'est une pieuvre, alors que toute sa famille s'est changée en animal terrestre, donc il s'est retrouvé abandonné, rejeté à la mer, tout seul, dans une forme qu'il déteste. Donc ce tome parle d'une quête identitaire, d'un affrontement entre Camara, notre héroïne, Tenebrae, le loup, et un monstre marin. Les environnements, je pense, vont vraiment enchanter les lecteurs, les faire rêver, les faire évader dans une fantaisie, un ailleurs d'une grande beauté, avec une explosion de couleurs, et c'est une vraie ode aussi à la nature sauvage. Equinox, c'est une histoire en 5 tomes, chacun basé sur des chevaux fantastiques, mais c'est avant tout un formidable message d'amour envoyé à la nature. Juin toujours, et pour terminer, Karma de Portepoisse. Une équipe de rêve pour cet album, Rutil, qui a beaucoup fait parler d'elle avec son webtoon colossal, et Frédéric Rémusat, un ancien Grand Prix Espoir d'Angoulême, parti faire du storyboard dans le cinéma, dans la pub, et qui revient 20 ans après, vers ses premières amours, la bande dessinée. Il nous parle de cette trajectoire assez atypique. Alors, en fait, la petite histoire, c'est que j'ai eu une carrière inversée en bande dessinée, c'est-à-dire que j'ai commencé très jeune, en faisant des concours, des histoires courtes, tout ça. Et donc j'ai eu un Alphard, un Grand Prix Angoulême, qui m'a ouvert beaucoup de portes et qui a entraîné une forme de pression. Et moi j'avais 19 ans, j'habitais chez ma mère. Ensuite, pour gagner ma vie, j'ai dessiné dans différents milieux jusqu'à glisser un peu presque par hasard dans le cinéma. Et comme ça m'intéressait, je me suis mis assez à fond dedans et c'est parti très vite. J'ai commencé à bosser pour le cinéma, pour Besson en premier, essentiellement en storyboard, c'est ce qui était lié à la bande dessinée, même si le langage est totalement différent. Donc du coup, voilà, carrière storyboard, designer aussi, donc storyboard de beaucoup de films, designer sur aussi pas mal de projets, de longs métrages, alors de personnages, d'univers, d'objets, de tout ça, et aussi réalisateur. Après tout ça, je me souviens, mais comme beaucoup, pendant le confinement, j'ai commencé à faire des dessins un peu plus personnels que j'ai postés. Et c'est là que Christophe Arleston, qui faisait déjà partie des gens qui, il y a 20-25 ans,
25 ans plutôt, me pousser à faire de la BD. On m'a recontacté en me disant, ben voilà, je crois qu'il est temps de revenir. Et ensuite, donc il m'a fait lire différents projets, et j'ai particulièrement accroché sur le scénario de Rutil pour la qualité de ses dialogues et l'humour de ses dialogues que j'aime énormément. Et ensuite, l'histoire ayant un fond et aussi une conclusion que j'aime beaucoup. Et aussi une approche des personnages atypique. Ça a été finalement un dessin assez spontané. Mais c'est un vrai plaisir de bosser dessus. Tout ce projet qui prend enfin vie. Et puis voilà, j'ai hâte d'avoir des retours des lecteurs, puisque c'est vrai que dans le cinéma, les gens qui voient mon travail voient plutôt une finalité qui n'est pas mon dessin. Voilà. Donc aujourd'hui, je retrouve un peu cette finalité d'adresser le dessin en particulier au lecteur. Alors, Karma de Portepoisse doit son nom à un ancêtre qui a défié le destin, c'était pas très malin, et qui s'est retrouvé puni de 1000 morts. Depuis, la lignée des Portepoisse doit se tenir à carreau, en suivant à la lettre les prédictions qui sont envoyées dans des biscuits livrés par des corbeaux blancs. C'est dans un de ces biscuits que le métier de Karma était déterminé, mercenaire. Un choix de carrière qui la passionne pas trop, elle aurait préféré être cailloutologue, parce que mercenaire, c'est quand même hyper dangereux, faut tout le temps faire attention, pas s'attirer des fléaux divins quand on explore des temples maudits et tout ça. Mais le destin joueur l'amène à faire équipe avec la plus poissarde des filles, et en même temps à être poursuivi par le plus chanceux des hommes. Cette histoire m'est venue en plein confinement. C'est en plein confinement 2020, donc le tout premier. J'étais assez plongée dans des histoires de destin, du monde, c'est vraiment pas de bol ce qui se passe. Et en même temps, pour moi, dans une certaine mesure, j'avais de la chance parce que je tenais plusieurs boulots en même temps qui me pourrissaient un peu la vie. Et le fait que le confinement soit tombé à ce moment-là, ça a un peu sauvé la mienne en fait. Donc c'était un peu ce qui était de la grande malchance pour les autres, était dans une certaine mesure un peu une chance pour moi. L'héroïne, elle est au cœur de tout et elle ne doit avoir ni trop de chance ni trop de malchance. Mais voilà, elle tombe sur la meuf la plus malchanceuse de tous les temps. Pour relancer un peu cet enjeu, du coup, je me dis ok, elles se font poursuivre par le gars le plus chanceux du monde aussi. Et c'est là que me vient en fait cette idée de ok, mais l'Homélie, elle a pas juste de la malchance, elle a de la malchance à causer la chute d'un empire en fait. Là où je me dis ça pourrait être vraiment original, c'est la chute de l'Empire byzantin. Donc ça, c'est très cool comme période parce que on peut l'imaginer assez troublé avec des gens justement où, en fait, comme c'est des temps instables, les gens se tournent du coup beaucoup plus vers la religion, vers la superstition. Donc c'était une époque aussi où il y avait beaucoup de trafic de reliques. Et donc du coup, la superstition, elle est pas non plus classique entre guillemets. J'ai voulu une astrologie un peu particulière. Ça parsème un petit peu le bouquin. Et ça m'a permis aussi du coup de, par exemple, pour mon héroïne, Karma, qu'elle soit d'inspiration plutôt indienne. Donc moi je viens de l'île Maurice, c'est une population qui est en majorité en fait là-bas. C'est Christophe qui m'a trouvé Fred Rémusat pour faire le dessin. Et ça a cliqué tout de suite. Fred il a plutôt bien kiffé justement le côté humoristique, le fait que les personnages soient assez bien campés. C'était important pour moi du coup d'avoir ces héroïnes un peu atypiques. Karma, par exemple, je voulais qu'elle soit musclée, ça c'était un truc très important pour moi, mais aussi intelligente. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très maligne, qui est très sarcastique, qui utilise beaucoup l'humour en fait. C'est une histoire que je trouve très rigolote, pleine d'aventures, plein de rebondissements évidemment, il y a plein de twists et de coups de théâtre, puisque quand on parle de chance et de malchance, c'est ce qui va forcément se produire. On a mis beaucoup de nous dedans en tout cas, Fred et moi. Voilà, un super one-shot, fruit du destin, du hasard et d'un très beau travail. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite. À bientôt!